Ce week-end a lieu la 6e manche de la NASCAR au circuit des Amériques à Austin, Texas. Alors non, il n'y a pas un ovale là-bas, et oui, les NASCAR vont rouler sur le même circuit que la Formule 1. L'occasion de faire une comparaison pour voir les différences entre les deux disciplines, ou un truc dans le genre. Alors c'est aussi l'occasion pour nous de vous refaire une vidéo sur la NASCAR pour vous parler un petit peu plus en détail de la voiture en elle-même, qui est toute nouvelle depuis 2022, comme ce qui est arrivé entre guillemets pour la Formule 1. Et puis de faire un point un petit peu sur la popularité de ce sport, notamment aux États-Unis. Alors ceux qui n'ont jamais vu de sport auto américain sur un circuit de Formule 1 moderne, accrochez-vous. Vous n'allez pas en croire vos yeux. L'année dernière, on vous avait fait une vidéo sur la NASCAR, histoire de vous introduire un petit peu à ce sport que moi j'aime bien particulièrement et qui a bercé mon enfance. Et on avait fait un tour assez rapide, assez global de la discipline. Alors vous avez été nombreux à apprécier le sujet et on a volontairement omis quelques petites choses, histoire de pas trop charger la vidéo de l'année dernière. Mais oui, les NASCAR ne font pas que des courses sur ovale. Ils ont 4 circuits routiers et 1 circuit urbain dans leur saison, ce qui fait 5 circuits hors ovale. Et je ne vais pas rentrer dans les spécificités de certains ovales ou tri-ovales. Il y en a vraiment pour tous les goûts et comme vous le savez, chaque circuit est unique. Même les ovales, oui. À Darlington, par exemple, on longe le mur en haut, c'est la ligne la plus rapide, entre guillemets. Et à Phoenix, comme sur d'autres tri-ovales, on peut couper allègrement la piste pour redescendre sur l'apron. Pas quelque chose qu'on faisait il y a quelques années, maintenant on le fait de plus en plus souvent. Alors bref, les Américains, en sport automobile, c'est un autre délire, notamment sur les limites de piste. Vous vous souvenez peut-être que l'IndyCar avait été la risée de l'Europe lorsque le championnat s'était rendu justement au circuit des Amériques en 2019. J'en avais fait d'ailleurs une vidéo. Les pilotes ne se privaient pas de sortir bien large, notamment dans le virage 19 par exemple, et donc ne respectaient, mais alors pas du tout, la fameuse ligne blanche qui délimite la piste dans nos règlements à nous en Europe. Paul Tracy, un ancien pilote de renom de ce championnat, avait d'ailleurs enfoncé un peu le clou en disant que la limite c'était le mur là après le bac à sable, grosso modo, et que les pilotes c'était des grands garçons, ils savaient faire. La vidéo est toujours d'actualité, le débat revient de toute manière souvent à F1 sur les track limits. Revenons à la NASCAR pour varier un peu les plaisirs. Et bien le championnat se rend donc au COTA, à Sonoma, à Watkins Glen, et empruntera la version routière entre guillemets du Charlotte Motor Speedway, le fameux Roval. C'est un circuit routier à l'intérieur de l'ovale de Charlotte. Ils auront aussi le droit de faire le Chicago Street Course, circuit urbain à Chicago qui ressemble quasiment à pas grand chose. C'est quoi cette merde? Mais c'est propice forcément à du drama, à du spectacle, du carambolage. Alors si vous regardez la course au COTA de l'année dernière en NASCAR, vous allez être surpris que, à part les S du premier secteur, le reste du circuit, s'il y a du bitume pour maximiser la trajectoire et aller plus vite, ils y vont les mecs. Ça coupe donc parfaitement les virages, touche les cordes derrière la fameuse bande rouge, vous savez, qui fait part et d'autre de la piste, et puis grosso modo l'herbe c'est la limite. Alors je reviens pas sur ce problème, entre guillemets ce sujet, encore une fois j'en avais fait une vidéo, c'est toujours d'actualité, ma vision sur le sujet n'a toujours pas changé et ça fait 5 ans à peu près, et je comprends les deux visions, soit de rester dans ces lignes blanches ou s'en foutre complètement. En vrai, je suis désolé de vous le dire, mais les deux me vont. Alors au COTA, malgré les virages un peu coupés, entre guillemets, une NASCAR, ça se prend quand même 36 secondes sur la ligne par rapport à une Formule 1 sur un temps de pole de 2023. Tour en 2:10 pour les NASCAR, la F1 c'est 1:34 et à ce rythme, bien la F1 prendrait un tour à la NASCAR tous les 2 tours et demi. Combien? Donc sur la distance d'un Grand Prix de Formule 1, donc 56 tours, une NASCAR, ça finirait la course à 22 tours derrière. Alors est-ce qu'on ferait pas un petit championnat multiclasse comme en WEC avec Formule 1 et NASCAR ça peut être marrant, non? Puis les NASCAR, tu sais, elles coupent la piste, puis les Formule 1, c'est ligne blanche. À tester sur iRacing. Alors évidemment, on compare deux voitures qui n'ont presque rien en commun, à part peut-être la taille de leurs jantes, mais je trouve assez intéressant de remettre ça en perspective. En tout cas, la course en NASCAR est spectaculaire et il y a de la grosse bataille. Je peux que vous conseiller d'aller y jeter un œil ce dimanche. Les voitures depuis 2022 sont un petit peu plus simples à piloter sur un circuit routier où on tourne à gauche, mais aussi évidemment à droite. Parce que oui, depuis 2022, eh bien, les NASCAR sont symétriques. Le côté gauche est le même que le côté droit et
Oui, c'était pas le cas avant. Bizarre. En fait, le côté droit de la voiture était légèrement plus long que le côté gauche et ça donnait une aéro où la voiture avait tendance à tirer un peu sur la gauche, comme si le côté gauche était une sorte de voile pour un bateau, si tu préfères. Et comme dans la plupart des cas, la voiture tourne sur un ovale à gauche, c'est un petit peu de performance en plus qui aide la voiture à tourner. Alors l'inconvénient majeur de ça, c'est que ça crée des perturbations aérodynamiques supplémentaires sur le latéral, ce qui rendait la voiture un petit peu moins stable en ligne droite. Et alors empaquer à 300 en bump draft, pare-choc contre pare-choc, il y avait de la dextérité à avoir. Alors maintenant, on oublie ça, la Next Gen, c'est le nom de cette 7e génération de NASCAR qu'on a en ce moment. Cette Next Gen est donc totalement symétrique, avec une aéro qui est pas mal bossée, et surtout, normalement, une carrosserie qui est censée permettre aux spectateurs de reconnaître les voitures de route que les constructeurs vendent. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on commence à s'en rapprocher, donc ça va. Évidemment, les constructeurs ont développé un kit aérodynamique et d'ailleurs, le soubassement de la voiture est enfin plat. Si vous allez voir sur les anciens Crash, on voyait les tuyaux, machin, etc. Les voitures ont maintenant aussi un diffuseur, donc on récupère un petit peu de performance, un peu d'aéro. Sur la liaison au sol, là aussi, il y a eu du changement, ou plutôt une avancée vers la modernité, parce que là aussi, c'était quand même un petit peu à l'ancienne. C'était pas ouf. Alors la génération 6 avait ce que l'on appelle un pont rigide, entre guillemets, à l'arrière. Je vais schématiser et parler avec des mots méga simples pour que tout le monde comprenne. Les roues arrière sont simplement reliées entre elles par une barre qui est rigide. Donc en fait, quand la roue gauche prend une bosse, la roue droite part à l'opposé, si tu veux. Donc en fait, le train arrière est solidaire, si tu préfères. Les roues arrière ne sont pas indépendantes. Alors c'est un type de suspension qui est assez simple, qui est pas cher, qui est très robuste d'ailleurs, mais qui pour une voiture moderne, et encore plus une voiture de course qui roule sur asphalte, c'est loin d'être la meilleure manière d'avoir du grip, de la motricité et de la stabilité. Et chaque réglage que vous faites d'un côté affecte par conséquent l'autre côté. Donc, un peu relou. Alors ce type de suspension, on le retrouve sur des gros camions en règle générale, ou des gros bus, etc., ou même des 4x4, parce que, encore une fois, c'est très robuste, etc., donc on a des avantages. Puis un camion qui prend un virage à 200, non. Bref, mais je m'égare. On passe donc à des suspensions indépendantes, comme sur une voiture de course plus traditionnelle, entre guillemets, j'allais dire. D'ailleurs, pour aller avec ces suspensions qui sont plus légères, on a des nouvelles roues et des nouveaux pneus. Jantes 18 pouces alu, pneus avec un flanc un petit peu moins haut, et surtout, plus large, ces pneus, forcément. Donc plus de grip, parfait, ça va donner un petit peu plus de performance à la voiture. Et gros changement, on n'a plus 5 boulons par roue à serrer, mais un seul écrou central. Et je sais que certains d'entre vous, et j'en fais partie, trouvent qu'on a perdu un peu cet art du pit stop qui était absolument incroyable, où le gars il arrivait avec son pistolet, ça c'était génial. Alors une raison très simple à l'écrou central pour la NASCAR sur cette nouvelle génération, c'est que les jantes en alu sont un petit peu plus fragiles du coup que les jantes en acier qui étaient utilisées avant. On pouvait bourriner pour serrer les 5 boulons, mais là, avec l'alu, taper dedans au pistolet pneumatique dans l'urgence d'un arrêt au stand, ça pouvait endommager la jante. Alors bon, c'était pas ouf. Déjà que tu rayes la jante en alu sur un trottoir, etc. Alors imagine des coups de pistolet pneumatique à chaque fois. Oula. Dernier gros changement, la boîte de vitesse, non, elle n'est plus entre guillemets collée au moteur, et non, ce n'est plus une boîte en H, donc boîte manuelle, 1, 2, 3, 4, comme vous avez sur votre voiture. C'est désormais une boîte pont séquentielle. Pas sûr qu'on le dise comme ça. En fait, on parle de transax ou de transaxle, je crois en anglais. Mais je vais pas aller plus loin que ça. En fait, on a délocalisé la boîte de vitesse sur l'essieu arrière de la voiture et on a fait une boîte dans laquelle on a mis la boîte de vitesse, le différentiel et l'arbre de transmission. En fait, c'est une architecture qui est assez répandue sur les voitures de sport à moteur avant et à roue motrice arrière en général, car en fait, ça permet simplement de mieux distribuer les masses sur la voiture. Et c'est le but qu'on recherche ici, justement, d'avoir un peu plus de masse sur le train arrière. Et donc, la boîte de vitesse est devenue séquentielle avec un joli levier qu'on tire ou qu'on pousse pour passer ou descendre un rapport de boîte. Pas de palette au volant, c'est un petit peu trop technologique, j'allais dire, entre guillemets. On a déjà fait beaucoup trop de pas en avant vers la modernité de mon point de vue. Et en vrai, je suis sérieux, mais faut que ça reste quand même un peu des bagnoles à l'ancienne, un peu brutes de décoffrage, si je peux me permettre. Faut garder un peu cet ADN-là. Bon, il y a encore eu d'autres nouveautés, mais je vais pas toutes les faire, sinon on va y passer la nuit. Mais si vous vous demandez, non, le châssis n'est pas en fibre de carbone, et c'est même pas une monocoque, comme on peut avoir sur d'autres voitures de course. C'est un châssis qui est tubulaire. Alors, moderne et bien conçu évidemment, mais c'est pas la construction la plus robuste qu'on ait aujourd'hui dans le sport automobile.
même si normalement, bon, pour de la NASCAR, les mecs, ils ont développé un truc, un châssis qui était nickel. On a donc déjà vécu 2 saisons avec ces fameuses Next Gen, et si au départ, les pilotes et les équipes étaient un petit peu sceptiques, tout le monde a commencé à doucement les apprécier, et on est même sur une V2 aujourd'hui de ces voitures chez Ford et Toyota, et on attend de voir si Chevrolet va se bouger pour faire une mise à jour aéro de sa voiture. Pour le coup, cette année, on a eu un très beau Daytona 500 en février, et on a même eu une photo finish à la Cars, entre guillemets, à Atlanta, 3 voitures sur la ligne, littéralement. Bon, après, j'ai pas encore pris le temps de revoir correctement toutes les courses pour me rendre compte s'il y a vraiment beaucoup de batailles, etc. Mais de loin, en tout cas, ça avait l'air vraiment plutôt pas mal, même sur les highlights. Alors vous allez peut-être me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre, de voir des bagnoles tourner en rond pendant 3 heures ou de couper tous les virages du quota pendant 2h30? Bon, est-ce que vous êtes tant désespéré que ça, entre guillemets? Verstappen qui domine la Formule 1, le WEC où ça peut être long aussi, mais non, en vrai, le WEC, non, le WEC c'est fou, c'est trop bien en vrai. Alors déjà, premier conseil, regardez Full Speed, la série Netflix sur la NASCAR à la Drive to Survive. La série se concentre sur la partie des playoffs, donc vraiment la partie qui compte pour couronner le champion, c'est en fin de championnat justement, donc vous tapez pas 32 courses entre guillemets, ou 36. Comme c'est un sport américain, le sport est obligatoirement spectacle là-bas, et donc ça passe bien sur Netflix parce que tout le monde joue le jeu et tout le monde sait que c'est du spectacle aussi. Et puis d'un point de vue non connaisseur, ça vous fera quoi qu'il arrive du bien de voir autre chose que de la Formule 1, je pense. D'ailleurs, si vous êtes fin connaisseur, je suis preneur de vos retours sur la série. J'étais pas du tout à jour depuis les années 2000 et encore. Donc voir Jeff Gordon en chemise et pas en combi, je reconnais que ça m'a fait un peu drôle. Les audiences aux US de la NASCAR ont baissé en 2023, 5% de moins qu'avant. En revanche, cela reste le sport automobile le plus regardé aux USA et de loin, mais de très loin devant la Formule 1, dont on dit qu'il y a une audience absolument énorme là-bas. Alors on a cherché rapidement les audiences et on a surtout cherché à essayer d'être le plus juste possible. Le 22 octobre, jour de course à Austin, Texas pour le Grand Prix des États-Unis en 2023, 882 000 spectateurs sur la chaîne ABC. C'était évidemment en pleine journée le dimanche, et 1 heure plus tard, on avait la manche de Homestead Miami en NASCAR. 2 250 000 spectateurs, soit 2,5 fois l'audience de la Formule 1, mais, faut pondérer parce que là aussi, on était dans les playoffs, donc il y avait un véritable enjeu sur cette course, contrairement à la F1. Alors si on prend un Grand Prix un peu plus en amont, Grand Prix d'Autriche en juin, 1 million sur ESPN à 9h du mat', mais le soir à 18h, la course de NASCAR à Chicago a fait 4 millions de spectateurs, ce qui est absolument énorme. Et on est en pleine saison, il n'y a pas de play-off ou quoi que ce soit. Alors juste pour vous resituer la chose quand même, en face on a aussi le foot américain et le baseball par exemple. Et là les chiffres ils sont zinzin. On parle de 24 millions de spectateurs sur justement un programme, sur un match. Alors notez évidemment que les USA ont du mal à regarder entre guillemets la Formule 1 car les horaires sont essentiellement centrés sur une audience européenne. Donc quoi qu'il arrive, la F1 est un championnat qui est assez difficile à suivre outre-Atlantique. De même pour nous, le dimanche soir, les courses de NASCAR peuvent se finir tard, démarrer tard aussi, ou être reportées à cause de la pluie, donc ça arrange rien de notre côté. Ça pourrait être plus facile à suivre. Mais les passerelles se font, et pour le centenaire des 24 heures du Mans, beaucoup ont adoré les passages de la NASCAR du garage 56. C'était une voiture spécialement engagée hors catégorie, grandement modifiée évidemment par rapport à la voiture qui roule sur ovale en règle générale. Il faut bien l'adapter un minimum au circuit des 24 heures du Mans et pour qu'elle roule aussi la nuit sans éclairage. Mais quelle voiture! Alors c'était une magnifique aventure et juste voir une NASCAR bouffer certaines LMP2, ça fait un peu drôle. Bon, même si les LMP2 se sont fait nerf à max depuis quelques années, c'était assez cocasse et assez marrant aussi je trouve, mais bon. Je suis sûr que certains se sont peut-être un petit peu plus intéressés, sans forcément regarder la NASCAR, après justement cet événement du garage 56. Et puis bientôt, la NASCAR va sortir des US pour aller rouler au Canada et au Mexique pour conquérir des marchés de proximité, culturellement un peu plus proches, entre guillemets. Parce que les Mexicains, si vous voulez, ils n'ont pas que Sergio Pérez, loin de là, ils ont Pato O'Ward, qui a notamment fait un petit peu d'IndyCar, et ils ont surtout Daniel Suarez, qui est engagé en Cup Series. Bref, la NASCAR subit un certain renouveau, un regain en popularité sur un sport qui est assez spectaculaire, parfois un peu chiant, faut être honnête, mais en vrai tous les sports auto sont chiants à un moment donné ou un autre, c'est comme ça, c'est la course automobile. Mais c'est du show à l'américaine, il y a de la stratégie, il y a du spectacle sur et en dehors de la piste. C'est hyper intéressant en fait de suivre
tout ce monde-là. Je ne peux que vous inviter à au moins jeter un œil. Vous serez forcément touché et intrigué par ce que font cette bande de gros bourrins à éclater toutes les limites de piste du circuit qu'on connaît. Il y en a qui vont faire des syncopes, faites gaffe quand même. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.